Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin du mois d'août où il se passe plein de choses, hein. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Nous sommes 495 abonnés, nous sommes proches des 500. Merci de votre soutien. Alors, que s'est-il passé? Ben, premièrement, Jérôme Powell qui dit le temps est venu donc pour une baisse des taux directeurs, donc ça aura lieu probablement le 6 septembre. Deuxième chose, Nvidia qui va publier dans 2 jours ses résultats donc le 28 août, que faudra-t-il retenir? Que faudra-t-il faire? Et enfin, troisièmement, je vais vous parler de mon PEA parce que ça fait bientôt 1 an. Et donc, on continue par tout cela. Commençons par la première partie, donc le S&P 500, Standard Poor's 500, qui regroupe les 500 plus grosses valeurs boursières aux États-Unis. Résistance majeure, le all-time high de 5667 points. Et les résistances, vous voyez, en journalier, une première aux alentours de 5261, une autre autour des 4977 points et une autre autour des 4811 points. Donc, comme vous le voyez, on se rapproche d'une résistance, donc tout simplement prudence parce qu'il est possible qu'on tape contre la résistance et qu'on revienne jusqu'ici pour ensuite remonter vers de nouveau plus haut. Je rappelle qu'il n'y a pas de très fort momentum parce que ce que Jérôme Powell a dit vendredi lors du symposium à Jackson Hole ce week-end, le temps est venu pour une baisse des taux directeurs. Tout cela avait été anticipé, comme vous pouvez le voir. Voilà, ici, on va dire, voilà, ici, 19 août, voilà, début de semaine dernière. Vous voyez, c'était plutôt une hausse. Je zoome, voilà. On va dire ici, 19 août. Vous voyez, on est passé de 5559 points à 5634 points. Donc tout cela, ça a été anticipé. D'accord? Donc maintenant, il faut s'attendre à une éventuelle hausse ou pas. Mais encore une fois, c'est assez. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, notamment Nvidia. Passons maintenant au Nasdaq 100. Donc même chose que le S&P 500 vu que c'est américain, mais là c'est plutôt orienté valeurs technologiques notamment avec les 7 magnifiques. Donc vous voyez, là on n'a même pas été chercher cette résistance aux alentours des 20 000 points, on est en train de redescendre un peu. Et si on zoome un peu, cette bougie, je crois que c'est ce qu'ils appellent une bougie pardon, d'indécision, un doji, donc prudence également. Voilà, on pourrait redescendre aux 18 325 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est à 19 720 points. Eh ben, il se peut qu'avec les annonces d'NVIDIA, on puisse prendre beaucoup de bénéfices et redescendre tout le mois de septembre jusqu'à 18 308 points. Donc, prudence encore une fois. Bon, d'habitude, j'ai plutôt un esprit plutôt bullish. Ça veut dire que justement, je crois à la hausse des marchés, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis en bourse, hein, comme la plupart d'entre vous qui me regardent. Mais en ce qui concerne Nvidia et ce futur mois de septembre, je pense qu'il va y avoir une correction. Il faut qu'il y ait une correction parce que tout simplement c'est sain. Je vous rappelle, il y a une impulsion, puis une correction pour ensuite avoir une nouvelle impulsion et pour atteindre de nouveau plus haut, hein, avant de casser la branche euh, d'une résistance, le plafond de verre. Il faut taper plusieurs fois dessus avant de la fragiliser et ensuite pour la casser. Voilà, j'aime bien cette image parce qu'elle est assez claire. Et là, il y a clairement pas assez de momentum. Momentum, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une annonce très forte pour que les volumes soient gros et que ça monte et que ça pète ce plafond de verre. D'accord? Là, il y a clairement pas de plafond de verre. Voilà. Donc maintenant, passons à Nvidia de manière graphique et on va voir ça ensemble. Alors, pourquoi je vous montre Nvidia? Je le rappelle, résultat dans 2 jours. Donc, ça peut donner le là sur les marchés, notamment US et technologiques. Je vous ai mis sur la partie droite de l'écran en comparaison les dernières valeurs US, hein. Donc, vous voyez Google, Amazon, Apple, Broadcom, Eli Lilly, ExxonMobil, Morgan Chase, Meta, donc Facebook, Microsoft, Novo Nordisk, Nvidia, les semi-conducteurs Taïwan, TSM, et Tesla notamment. Donc vous voyez, tout était dans le vert dernièrement. Donc là, je rappelle que les marchés sont fermés, ils ouvrent dans quelques heures. Et donc ils attendent tous notamment le 28 août, donc c'est-à-dire dans 2 jours.
Sachant que les derniers résultats tech, il me semble, n'ont pas entraîné les marchés à la hausse. Il y avait plutôt une prise de bénéfices. Et donc, si on s'intéresse de nouveau à Nvidia, j'avais déjà analysé cette valeur dernièrement sur une de mes vidéos précédentes. Mais vous voyez, donc là, il y avait clairement un support aux alentours de 91 dollars. Donc, c'était le fameux 5 août où les carry trade se sont cassés la gueule, si je puis dire, hein, avec la Banque du Japon. C'est l'histoire avec le Japon. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, vous voyez, il y a un autre support décrit par Pro Real Time à 99 dollars. Et puis là, il met une résistance. Il la met même pas all time high. Il la met la résistance à 136 dollars concrètement, 135,8 dollars. Donc, vous voyez, actuellement, on a 129,37 dollars. Vous voyez, c'est quelque chose de très volatile, hein. Il y a des bougies rouges, il y a des bougies vertes, des bougies rouges, des bougies vertes, des bougies rouges, des bougies vertes. Et vous voyez, elles sont assez grandes, hein, quand même. Parce que vous voyez, la bougie rouge, elle passe de la mèche basse, si on zoome un peu, de 123,2. Vous voyez, le plus bas 123,10 qui me l'affiche. Et le plus haut 130,75. Donc il y a quand même l'équivalent de plus de 7 dollars sur une journée, hein. Donc sur une valeur autour des 120 dollars, eh ben, on a des variations classiques de autour de 4-5%. Donc faut pas se dire chouette, elle a énormément augmenté, hein. Non, non, Nvidia fonctionne pas comme ça. Vous voyez, il y a un support plus historique autour des 76 dollars. Bon, je doute qu'on revienne là-dedans, mais voilà, le retour vers les 100 dollars n'est pas du tout impossible. Donc encore prudence sur les marchés, notamment US. Je vous rappelle qu'on est en septembre. Alors vous allez me dire, oui, mais en novembre, il y a les élections américaines. Les élections américaines, que ce soit démocrates ou républicains, je le répète, ça ne va rien changer. Ils sont tous américains. We are all American. Ils sont tous américains, ils ont tous des actions et des obligations, donc il n'y a aucun intérêt pour les Américains de toucher le marché action. C'est pas comme nous en France où la gauche veut taxer les plus riches et la droite veut conserver ce genre de droit, hein. Bon, j'exagère, hein, ça ne se résume pas à ça, mais clairement en France, tous ceux qui sont actionnaires, propriétaires de immobilier et ceux qui sont rentiers et qui touchent des dividendes, eh ben on leur dire bravo, t'as réussi, c'est non, tu ne contribues pas à la société et tu es un privilégié. Et là, après, on va te rayer ta bagnole parce que les gens sont tout simplement jaloux et parler d'argent en France, c'est tabou. Donc, conclusion, Nvidia, voilà, j'achèterai pas du tout, on n'achète jamais proche d'une résistance, même s'il va y avoir les résultats. Je pense que même avec les résultats, nous sommes fin août, il n'y aura pas de momentum pour aller casser ces 136 dollars. Clairement pas. Je rappelle que Nvidia est très cher. Je vais vous mettre l'analyse fondamentale dans quelques instants. Nous voici sur l'analyse fondamentale de Nvidia en quelques instants. Donc, vous voyez, synthèse, price earning ratio 2025, presque 50 et 2025, 36,2. Le flottant de 95%, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'en gros, la majeure partie des actionnaires peuvent être des particuliers comme nous, hein, et donc ça voudrait dire qu'en gros, Nvidia Corporation détiendrait moins de 5% du capital. Vous voyez la capitalisation boursière, je la rappelle, 3120 milliards de dollars, 3179 milliards de dollars. Donc allons sur les finances, si ça veut bien. Donc, comme vous pouvez le voir dans la partie finance, vous voyez, ça stagne. Là, ça montait pas mal en 2024 et vous voyez, on arrive sur un plateau en estimation 2025, 2026, 2027 et vous voyez même ça baisse un peu. Donc là, en jaune, c'est le résultat d'exploitation. Donc, vous voyez, ça baisse. Donc, c'est pas bon signe. Le résultat net, il va monter un peu, a priori. La partie grisée, c'est quoi cette partie grisée? Je ne sais plus. Mais en tout cas, si, ça doit être le chiffre d'affaires. En jaune, ben, le résultat d'exploitation. Et puis en vert, le résultat net. Donc vous voyez, c'est sous forme d'histogramme, c'est la même chose que les courbes. Donc ça tend à croître dans le temps. Mais voilà, ça monte pas autant qu'entre 2022 et 2024, hein. Vous voyez, la progression n'est pas du tout la même. Vous voyez, price earning ratio estimé en 2025, 50. En 2026, il va baisser. Le price to book ratio, pareil. La valeur de l'entreprise sur le chiffre d'affaires, je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo que je vous mets en description. Voilà, il va baisser aussi.
Le bénéfice net par action, il va augmenter, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Néanmoins, est-ce que ça justifiait de payer l'action 150 dollars et avant le split 1500 dollars? Je ne sais pas. Et donc vous voyez, le chiffre d'affaires estimé, il va doubler, a priori entre 2024 et 2025. Donc ouais, après ce sont que des estimations. Et voilà, mais il faut attendre surtout ce qu'ils vont dire dans 2 jours, à savoir le retard sur les puces Blackwell, il me semble. Tiens, regardons, il n'y a pas les dettes aussi, parce que les dettes, c'est intéressant de voir les dettes. Endettement net, bon, ils vont s'endetter encore plus, hein. Voilà, vous voyez, ils s'endettent encore plus, mais il s'agit d'NVIDIA. Qu'est-ce qu'ils nous mettent d'autre? Fondamentaux excellents, momentum excellent, visibilité excellente, consensus excellent. Il n'y a que le prix, la valorisation qui est pas bonne, hein. Alors ça, je vous ai dit, c'est juste à titre indicatif, hein. Euh, Ça ne suffit pas. Ça, c'est complètement n'importe quoi. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 60 analystes. Donc oui, elle est très médiatisée, très suivie. Et vous voyez, ils sont complètement à la ramasse parce que objectif de cours moyen 143 dollars, eh bien, on n'y est pas du tout. Donc après, comme je vous ai dit, il faut regarder la tendance de l'objectif de cours moyen et qui se trouve ici. Voilà, ça charge un peu. Hop, voilà. Effectivement, la tendance, l'objectif court moyen, vous voyez, elle monte, elle monte. Donc c'est une tendance haussière, donc c'est une bonne chose. Là aussi, également, donc vous voyez, il y en a même certains qui ont parlé de viser 200 dollars. Donc oui, probablement qu'elle arrivera à 200 dollars. Mais en tout cas, si vous voulez être optimal sur votre portefeuille et voilà, d'une manière générale, je pense qu'il faut s'attendre à une prise de bénéfice, hein. Vous vous rendez compte quand même que les gens, la plupart ont acheté par là, non, pardon, ici, là, voilà, fin décembre 2023, ils ont pris tout ça. Donc forcément, c'est humain de prendre des bénéfices quand la valeur, elle passe de 50 à 130, quoi. Donc il va y avoir une prise de bénéfice, c'est certain. Après, elle sera pas de l'ordre de 50%, mais elle va corriger un petit peu, je pense. Pourquoi pas retourner aux 100 dollars, voire aux 116 dollars, et ensuite repartir des plus hauts. Je rappelle qu'il y a aussi le rallye de fin d'année, donc enfin, c'est pas une science exacte, mais c'est souvent le cas. Donc, encore une fois, prudence sur Nvidia. Enfin, troisième et dernière partie, cela concerne mon portefeuille PEA, hein, donc 1 an de d'investissement en actions en bourse, résumé en quelques minutes. Merci de votre soutien, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, commentez pour me dire ce que vous pensez tout simplement de mes choix, et puis on en ressortira plutôt grandi, je pense. Oui, j'oubliais. J'ai mon application YouTube Studio qui me dit ce que vous regardez en pratique. Donc, ok, vous regardez Top Invest. Ok, vous regardez Power Trade. Ok, vous regardez Investure. Alors, c'est peut-être le mec qui est dans son pré, qui marche et qui raconte sa life. Ok, soit. Vous regardez Métamorphose 47 et Marc Toiti. Je veux bien le concevoir. Moi aussi, j'en ai regardé des vidéos de Marc Toiti et de Métamorphose 47. D'accord. Ok. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous regardez des gens comme Dimitri Finance? Dites-le moi en commentaire, franchement, je comprends pas. Le mec, il a même pas 20 piges et il va vous expliquer la vie. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je vous l'ai dit, j'ai plus de 30 ans, d'accord? Voilà, je suis médecin, j'ai investi depuis 1 an. Ok, certes, je débute en bourse et en finance, on peut le dire ça comme ça, mais j'ai quand même un peu plus d'expérience que Dimitri Finance. Hein, le mec, il sait même pas faire, il a même pas acheté sa baraque là. Qu'est-ce que, hein, franchement, moi je comprends pas, hein. Faut me le dire en commentaire, expliquez-moi, hein. Parce que je comprends vraiment pas ce que vous regardez sur YouTube, quoi. Enfin, que vous regardez des chiens et des chats faire des bêtises, ça je peux comprendre, hein. Vous posez votre cerveau, vous scrollez, etc. Moi aussi, j'ai des membres de ma famille qui ont plus de 60 ans qui lâchent plus leur téléphone, notamment TikTok. C'est à ne plus rien y comprendre. Mais Dimitri Finance, le mec, il est même pas pubère. Allez, je continue. Donc, voici un résumé de mon PEA. Donc, il a pas mal bougé, hein, je vous ai dit. Il y a 1 an, j'ai eu du téléperformance que j'ai revendu avec 3 € de plus-value. Wahoo!
J'ai eu notamment du BNP, j'ai eu notamment un ETF World qui s'appelle EWLD que j'ai revendu euh, avant qu'il devienne distribuant, hein, c'est-à-dire qu'il était capitalisant, et donc ensuite il a commencé à vouloir donner des dividendes, et moi ça me convenait pas, et en fait surtout que personne comprenait à l'époque en mars dernier comment ça allait évoluer au niveau du EWLD. J'en avais profité pour rentrer sur le PE 500 comme vous le voyez en bas à gauche de l'écran. Donc un ETF investi sur le S&P 500. Et donc voilà ce qu'il est devenu. Donc Air Liquide, vous voyez, je suis actuellement à plus 11,66% de bénéfices. Bourse Direct, je suis à plus 9,40% de plus-value latente. Énergisme, c'est ma saucisse, bon, vous le voyez par vous-même, on enchaîne. Essilor Luxottica, très belle surprise, vous voyez, elle a cassé sa résistance de 212 euros et quelques, et donc j'approche les 16% de plus-value latente. L'Oréal, plus 1,92%. LVMH, plus 2,12% de plus-value latente. Mon ETF S&P 500, donc PE 500 de Amundi, plus 7,85%. On va y revenir. Mon ETF Inde PINR de Lixor, le seul éligible au PEA, plus 25%. Stellantis, grosse erreur de jugement. Enfin, je suis rentré trop tard sur Stellantis, je suis rentré au mauvais moment. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en description. Donc, moins 30,37%. Total Energy, plus 2,55%. Vetoquinol, moins 4,25%. On va y revenir aussi. Et enfin, Vinci, plus 0,22%. Je rappelle ici que pour Air Liquide, j'ai obtenu deux actions gratuites courant juin. Donc j'avais 24 actions Air Liquide. Donc j'en ai eu deux parce qu'ils en donnent à tous les actionnaires Air Liquide qui possèdent au moins 10 actions, une action gratuite. Donc qui dit 24 dit deux actions gratuites. Ensuite, il y aura des rompus, on va y revenir. Bourse Direct, j'avais pas mal renforcé, pareil, aux alentours de mai juin lors d'une baisse. Et donc là, je me suis fait un max d'oseille. Energis, donc ma saucisse, je rappelle qu'elle représente moins de 1% de mon PEA et ça n'ira jamais plus haut. Et si leur Luxottica, voilà, comme je vous l'ai mis, c'est une action prometteuse, hein, tout simplement parce que je l'ai acheté sur recommandation de Bourse Direct, hein. Je rappelle c'est un équipementier, enfin, qui font des lunettes, notamment les Ray-Ban et Oakley. Voilà, il se serait associé dernièrement avec Meta. Enfin, Meta aurait décidé de s'associer avec Essilor Luxottica. C'est peut-être pour ça que elle continue de monter. Et tant mieux pour moi, ça me fait de l'oseille. L'objectif pour Essilor Luxottica, pour ma part, c'est d'obtenir au moins 20% de plus-value. Donc ça, faudrait atteindre la valeur de 222, comme vous pouvez le voir, 222 euros, ce serait pas mal. Alors, il n'y a pas de résistance prochaine, il faut la calculer. Je ne sais pas vraiment faire, je vous avoue. Donc moi, je me suis fixé l'objectif de 222 euros pour mon portefeuille PA pour Essilor Luxottica. L'Oréal, eh bien, c'est une valeur cyclique, hein, au même titre que LVMH. Voilà, a été monté jusqu'à 460 euros, il me semble, et j'en avais pas beaucoup. Donc, quand il y a eu la grosse baisse, bah, tout simplement, j'en ai profité pour en racheter un max. Mon objectif pour L'Oréal, c'est d'obtenir 19%, c'est-à-dire de retrouver la TH, donc de 461,85 euros. Une fois qu'on se rapprochera de cette valeur, on verra si l'on revend tout de suite ou pas, parce que j'y crois énormément à cette valeur, hein. C'est une valeur ancienne qui a énormément d'expérience, hein, qui fait partie du CAC 40 depuis très longtemps. Au même titre que LVMH, où justement LVMH, là où il y a la flèche achat, donc courant janvier, il me semble, j'avais doublé mes actions LVMH, hein. Je m'étais fait plaisir. Vous voyez, j'étais super content par la suite parce que ça va atteindre les 28-30% de plus-value latente. Et puis ensuite, j'ai pas forcément vendu ni allégé parce que je suis plutôt long terme sur LVMH. Et donc voilà, tant pis, hein, j'ai quand même touché les dividendes, on va en revenir ensuite.
Voilà, et donc je suis actuellement à 2,12%. L'objectif de LVMH, comme je vous l'ai dit, c'est d'atteindre le all-time high. Alors vous verrez des 901, des 902, des 905. Grosso modo, les 900 euros, ce qui me ferait un objectif de plus 35% de plus-value. On verra ensuite si je garde ou je liquide. Je vends, tout simplement. On verra quand on y sera. Mon ETF S&P 500, voilà, je précise qu'il représente actuellement plus de 5% de mon PEA et je trouve cela insuffisant et donc j'aimerais à terme, donc prochainement là, je vais en profiter pour renforcer à mort l'ETF sur le S&P 500. Alors pas forcément le PE 500, peut-être le ESE de BNP hein, parce qu'il a des frais moindres. Hein, il est de 0,12% quand le S&P, quand le PE 500 fait 0,35% annuel de frais, hein, je précise. Et donc, l'objectif au final, ce serait d'avoir idéalement 50% de mon portefeuille PEA, hein, donc des 150 000 euros. Hein. Je rappelle que le plafond du PEA, c'est 150 000 euros d'apport possible. Hein. Après, si vous performez, bah, ça peut monter autant que vous voulez, mais vous pouvez pas mettre théoriquement plus de 150 000 euros d'apport. Et donc, l'idée, c'est quand j'atteindrai ces 150 000 euros, eh ben, qui est bah, tout simplement 75 000 euros sur un ETF, sur les ETF qui répliquent la performance du S&P 500. Mon ETF Inde, il représente actuellement 1% de mon PEA. Pour l'instant, je ne vais pas le renforcer. Il me plaît beaucoup, hein, oui, 25%, il est monté quasi à 30%. On va voir par la suite. Donc voilà, sur 5 ans, il fait de l'ordre de 100% dans ses performances passées, donc ce qui serait une valeur proche de 46 euros. Hein. Là aussi, il n'y a pas de résistance parce que justement, elle ne fait que monter dans le temps. Hein. Donc, elle fait que battre ses records. C'est un ETF, je le rappelle axé sur la bourse indienne. J'ai fait une vidéo là-dessus également, je vous la mets en description. Et donc voilà, tout simplement, je trouve que c'est raisonnable pour une valeur comme celle-ci de faire plus 100%. Bon, certes, elle ne me rapportera pas énormément, mais ce sera toujours ça de prix. Stellantis, malheureusement, représente un peu moins de 24% de mon PEA, donc c'est pour ça que j'ai pris cher. J'ai fait plusieurs analyses là-dessus, je vous ai mis les vidéos en description également. Donc l'idée, c'est tout simplement, bah, soit de revenir à mon prix d'achat, donc le prix de revient unitaire, voire plus 10%, ce qui ferait environ une cible à 23,7 euros. Et je rappelle qu'il y a également l'ATH aux alentours des 27 euros, donc ça me ferait une plus-value latente de plus 27%, sachant que initialement quand j'ai investi sur cette valeur, eh ben, j'étais plutôt confiant en me disant, voilà, cette valeur, eh ben, elle atteindra un jour les 30 euros. J'en reste convaincu, hein, parce que le Renault est quand même à 50 euros. Les autres valeurs comme BMW sont à plus de 80 euros, sont même montées jusqu'à 120 euros, il me semble. Elles sont à peu près toutes pareilles hein, au niveau de les capitalisations, etc. Elles ont à peu près les mêmes défauts également. Hein. Voilà. Donc ceux qui sont investis en Stellantis, bah, s'ils sont bien rentrés sur Stellantis, tant mieux pour eux. Je les félicite. S'ils ont fait comme moi et qu'ils sont nettement valus, moi je leur déconseillerais de vendre parce que ça va probablement remonter. Hein. Quand vous regardez les vidéos d'investisseurs américains qui vous disent qu'ils sont devenus millionnaires maintenant, eh bien, vrai ou faux, les stats sont là. Ils ont commencé il y a 20 ou 30 ans de ça. Et quand il y a eu les crises, ils n'ont pas vendu, ils ont gardé. Et finalement, oui, on peut croire qu'ils sont millionnaires. Donc, je ne suis pas inquiet pour Stellantis. Elle va remonter. Il y aura toujours des gens pour l'acheter, parce que c'est comme les bagnoles, il y aura toujours des gens pour acheter des bagnoles Stellantis. Hein. Je rappelle qu'ils ont au moins 10 valeurs dans le groupe Stellantis, hein, des valeurs françaises, des valeurs américaines, des valeurs italiennes notamment. Donc je ne suis pas du tout inquiet. Total Energy, ça représente 2% de mon PEA. Je comptais pas augmenter cette pondération de Total Energy parce que ça peut être fluctuant, ça peut dépendre du cours du pétrole. Néanmoins, si vous regardez pétrole et tout simplement cours de Total, je vous la montre tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, donc la courbe avec les bougies japonaises, c'est le cours du pétrole. Donc c'est sur TradingView parce que j'ai pas réussi à le faire sur ProRealTime. Donc vous voyez
Le cours du pétrole est plutôt stable autour des 78 dollars hein, pour le Brent. Hein. Donc je rappelle, c'est le pétrole issu de la mer du Nord. Ce n'est pas le WTI. Et vous voyez la courbe, on va dire mauve là, la TTE, donc c'est Total Energy. Vous voyez, elle ne fait pas les mêmes mouvements, elle ne suit pas la route le cours du pétrole. Au contraire, elle s'en éloigne. Est-ce que c'est lié avec le fait qu'elle est plus investie dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, l'électricité? Peut-être. En tout cas, on voit que les investisseurs euh, croient en Total Energy parce que vous voyez, de 2022 à maintenant, eh bien, elle est passée d'environ, donc voilà, elle a pris 10%, alors ils mettent pas les valeurs, mais voilà, elle a pris de 2022 à maintenant, elle aurait pris plus 53%. Donc je rappelle que j'ai un PRU total proche des 60 euros. Donc effectivement, éventuellement, si elle baisse autour des 55 euros, voire 50 euros, peut-être que je renforcerai ma position sur Total Energy. Sinon, je laisserai couler, hein. Euh, je rappelle qu'elle verse environ 3 euros par an de dividendes par action. Donc c'est trimestriel, hein. Elle verse à peu près 75 centimes, grosso modo, tous les trimestres. Vetoquinol, ça représente 1% de mon PEA. Je rappelle, c'est une valeur éligible au PEA-PME. Bon, c'est une valeur santé animale, hein, plutôt vétérinaire. Elle a un all-time high proche des 150 euros, il me semble. Elle est montée dernièrement jusqu'au tour des 110 euros. Donc mon objectif serait ben, de revenir à cette valeur de 110 euros, ce qui me ferait à peu près plus 11% de plus-value. Et elle, je ne pense pas la garder à terme, enfin, je pense pas la garder sur du long terme. Hein. Dès que je peux la revendre, je la revendrai avec une plus-value proche de 11%. Vinci représente 11% de mon PEA. J'en avais pas beaucoup au début. Puis je vous avoue, j'ai fait un peu des bêtises avec les ordres programmés. J'ai passé un ordre d'achat en pensant que je ne l'avais pas programmé. Donc ça a fait deux ordres d'achat euh, assez élevés, hein. Donc voilà pourquoi j'ai 11% de mon PEA. Ça a continué de baisser ensuite, hein, donc l'achat, je l'ai pas mis ici en flèche, mais c'était à peu près aux alentours de voilà de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était avant les résultats des élections législatives où les gens croyaient voilà qu'il allait éventuellement avoir une nationalisation des autoroutes, une des mesures présentées par le Rassemblement national. Donc, bah, vous voyez, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que c'est en train de remonter, hein. C'était passé en dessous des 100 euros. La valeur de Vinci était passée sous les 100 euros. De même que FH avait bien baissé aussi. Et bah là, elle est autour des 106, 107 euros. Et donc, je suis actuellement à plus 0,22% de plus-value, mais sur beaucoup plus d'actions qu'au départ. Mon objectif premier, ce serait d'atteindre la valeur de 120 euros, ce qui me ferait une plus-value de 13%. Je la vois sur plus long terme atteindre au moins 130 euros. C'est une valeur forte du CAC 40 que j'aime beaucoup. Je mets ensuite, vous voyez en orange les dividendes. Donc je commence par Total Energy. Donc j'ai touché exactement 57,74 euros de dividendes. Vinci, 22,50 € de dividendes. LVMH, 205 euros de dividendes. L'Oréal, 19,80 € de dividendes. Stellantis, 263,5 euros de dividendes. Alors je précise pour Stellantis que comme son siège est en Hollande, est aux Pays-Bas, vous êtes exonéré de la taxe sur les transactions financières, la TTF, de 0,3% lorsque vous achetez des actions avec un très fort capital boursier, donc la plupart des valeurs qui sont issues du CAC 40. Donc je l'ai pas eu cette TTF, donc j'étais super content.
Je rappelle qu'elle verse un dividende autour de 1,55 € cette année. Et ben moi, j'ai touché 1,31 € de dividende par action. Je vous laisse faire le calcul, hein, c'est assez simple. Et donc, j'ai eu des impôts sur ces dividendes directement prélevés par Stellantis lui-même, hein. Voilà, ils ont fait le calcul à ma place. Donc, j'ai rien eu besoin de déclarer à ce niveau-là. Air Liquide, j'ai touché 76,80 € de dividendes. Bourse Direct, j'ai touché 320 € de dividendes. Essilor Luxottica, 39,50 € de dividendes. Ah, je rappelle que tous les dividendes qu'on touche, là, la plupart sont au printemps, aux alentours de mai-juin, hein. Vetoquinol, j'ai touché aussi un petit dividende de 8,50 €. Et là, ici, je vous ai mis en haut à gauche mes rompus. Je vous rappelle que quand vous avez des actions liquides, donc moi j'en avais 24, maintenant j'en ai 26, mais il fallait bien qu'ils me rendent ce qu'ils appellent les rompus, ce qui ne peut pas devenir des actions, hein. Je rappelle, c'est une dilution entre guillemets du capital dans le but de fidéliser les actionnaires et donc et de toucher de plus en plus de dividendes. C'est-à-dire que je vais toucher 26 dividendes au lieu de 24. Néanmoins, comme ça fait pas un chiffre rond, il faut qu'ils me rendent ce qu'on appelle les actions, les rompues, en espèces. Donc, ils m'ont rendu exactement 63,68 €. Voilà la conclusion. Donc, la performance dans mon PEA, donc je vous ai mis la date où j'ai fait cette diapo, donc le 25 août 2024. Le temps est venu, Jérôme Powell, voilà, qui a dit ça le 23 août. Donc, il annonce finalement une confirmation de la baisse des taux le 6 septembre. Donc, est-ce que ce sera de 25 points ou de 50 points? C'est la question que beaucoup d'investisseurs se posent. On verra le 6 septembre ce qu'il adviendra. En tout cas, il y aura bel et bien une baisse des taux directeurs de la Fed. Et donc, au 25 août, j'étais à une performance de moins 1,03%. Donc pour faire simple, moins 1%. Quelle sera ma performance exacte au 1er septembre, ce qui fera pile un an? Eh bien, lors de ma prochaine vidéo, je vous la donnerai, je vous la citerai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut si ce genre de diapo, ce genre de contenu vous a plu, à commenter, hein, je vous le rappelle, c'est important d'échanger. C'est bon pour le référencement, mais c'est aussi bon pour prendre les avis des uns et des autres et pour en ressortir grandi. Je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je partage seulement mes connaissances, mon expérience et j'essaie de vous divertir au mieux. Alors je précise que justement dans mon PEA, bah, j'espérais faire mieux que mon livret A ou un PEL, donc je voulais dépasser les 3%. Ça a été le cas à plusieurs moments de cette année investie en bourse, notamment via mon PEA. Néanmoins, ce sont mes arbitrages qui n'ont pas été bons. Alors c'est pourquoi je souhaite investir plus dans les ETF, car les ETF, c'est une sorte de gestion passive. Et comme vous l'avez pu le voir, mon ETF India, ben, il est autour des 25%, il est même monté jusqu'à 29% dernièrement. Et mon ETF axé sur le S&P 500, il est proche des 8% actuellement, sans rien faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui investissent en DCA tous les mois des petites sommes sur ces ETF parce que ces valeurs ont tendance à croître avec le temps et puis on se fait moins de nœuds au cerveau si je puis dire. Et c'est vrai que c'est plutôt simple et c'est plutôt performant. Alors ça ne performe pas aussi bien que des valeurs qui explosent comme Nvidia en passant de 400 $ à 1 200 $ avant le split, hein, qui font du x3 hein, concrètement, en moins d'un an, c'est énorme. Et ça, je rappelle qu'en bourse, c'est exceptionnel, hein. C'est vraiment, vraiment exceptionnel, hein. Voilà, c'est pour ça que je rappelle qu'il y a plusieurs investisseurs. Voilà, je suis dans un groupe d'investisseurs. Voilà, on discute, hein, on partage nos idées. Et voilà. Et justement, la plupart d'entre nous qui avons commencé il y a 1 ou 2 ans sont plutôt dans le négatif, hein. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, hein. La plupart de ces investisseurs sont justement plutôt long terme, hein. Tout le monde vous le dira en bourse.
pour être sûr de gagner, il faut privilégier une période de long terme, hein. C'est pour ça que le PEA il a été créé, hein. C'est pour investir au moins pendant au moins 5 ans. C'est pour ça qu'il ne faut pas retirer son argent de son PEA dans les 5 premières années, parce que on en perd tous les avantages liés au plan d'épargne action. Euh, voilà, moi je vise également 5 ans, donc il me reste encore au moins 4 ans, voire même plus, hein, parce que j'ai jamais dit que j'allais rester 5 ans, hein. Je précise, hein, les gens qui vous disent qu'ils sont enrichis grâce à la bourse, eh bien c'est parce qu'ils ont cru en certaines sociétés déjà avant les années 2000 et qui ont pas touché tout simplement, qui ont laissé tel quel, hein. C'est même ça vaut même pour les crypto-monnaies, hein. Les gens ont investi dans les années peut-être 2014-2015, ceux qui n'ont pas touché, ils sont gagnants en fait, hein. Il faut croire en vous, il faut quand vous avez des convictions, eh ben il faut approfondir vos connaissances, il faut continuer à gratter de ce côté-là, hein. Il faut pas écouter les gens qui disent ah non non je fais rien c'est trop risqué. Non, justement, vous croyez que les gens comme Jeff Bezos, Elon Musk, tout ça, vous croyez qu'ils sont enrichis comment en fait? Ils ont pris forcément des risques à un moment donné. Alors je vous dis pas que vous allez devenir comme eux, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais on n'a rien sans rien. Donc si vous laissez votre épargne, bah, tout simplement sur votre compte courant ou sur un livre réglementé, très bien, c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Mais à un moment donné, si vous voulez un peu améliorer votre quotidien, d'autant plus que si vous êtes jeune, hein, c'est pour ça qu'il y a des gens comme Dimitri Finance qui ont 18, 20 ans et qui ont décidé de passer leur argent. C'est très bien, ils ont raison. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, hein. Et d'ailleurs, la plupart des boursicouteurs regrettent de ne pas avoir commencé plus tôt. Donc voilà, mieux vaut tard que jamais, clairement. Voilà. Après, il faut se renseigner hein, sur la fiscalité des différents produits financiers, hein. C'est pas la même chose entre quelqu'un qui a 18 ans, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de résidence principale. Ce n'est pas du tout le même profil que quelqu'un qui a une quarantaine d'années et qui a un ou deux enfants et qui pense à l'avenir de ses enfants et qui souhaiterait les mettre à l'abri, tout simplement. Et encore une fois, ce n'est pas la même chose des gens qui ont plus de 60 ans, qui sont proches de la retraite et qui ont un peu tout vu, tout fait, notamment qui ont eu développé un beau patrimoine immobilier et qui justement, vu que l'immobilier ne connaît pas un bon moment, voilà, ne va pas fort en ce moment, eh bien, les gens préfèrent ben, des fois revendre leurs biens et placer cet argent ailleurs, notamment dans des ETF ou des actions type Orange ou Total qui génèrent des dividendes réguliers, hein. Ça aussi, hein, c'est pareil, hein. Pourquoi les riches ne sont pas taxés? Pourquoi les riches comme Bernard Arnault ou Jeff Bezos sont peu taxés? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ils ne sortent pas leur argent de leur compte titre et font des manœuvres financières pour justement ne pas être taxés en fait. Voilà, c'est pour faire très simple, hein. Donc le savoir, je pense qu'il est accessible, il devrait être accessible à tous, hein. C'est en partie pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vous faire partager mon savoir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce contenu si ça vous a plu, et surtout à commenter. C'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est en discutant. Les gens avant, ils discutaient, euh, voilà, ils discutaient sur un banc, ils discutaient à la bourse autour de la corbeille à l'époque. Voilà. Maintenant, c'est via les téléphones mobiles, via les réseaux sociaux notamment, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est important de communiquer, c'est important d'échanger pour vous enrichir, euh, enrichir votre portefeuille et vous enrichir surtout là-dedans. C'est la fin de cette vidéo. À plus pour de nouvelles aventures. Salut.